Mesdames, Messieurs, nous voici de retour sur ce plateau. Nous évoquons le phénomène des crypto-monnaies. Alors, Monsieur Aoussoupa, est-ce que vous êtes sûr avec ce phénomène des crypto-monnaies qu'on ne peut pas risquer une nouvelle crise, une nouvelle escroquerie mondiale comme c'était le cas avec Madoff? Dans le cas du phénomène Madoff, il faut préciser que Madoff n'utilisait même pas Internet pour ses transactions et qu'il a bénéficié des complicités au niveau des autorités de régulation, la SEC, et puis les auditeurs. De telle sorte que ces entités fournissaient les rapports que les gens voulaient voir et la pluie est passée. Il a fallu donc attendre que l'alerte soit donnée par des journalistes pour que les gens puissent regarder un peu plus près dans ce phénomène. Mais le phénomène de Bitcoin ne repose pas sur une seule personne. C'est un système mondial décentralisé. À tout instant, n'importe qui possédant Internet peut, et ayant un compte Bitcoin, peut télécharger le répertoire et regarder les transactions, vérifier. Est-ce qu'il y a les transactions qui sont... toutes les transactions qui s'y passent. Est-ce que les choses vont de façon normale? Oui. Par exemple, sur le système de Bitcoin, il y a plusieurs types d'utilisateurs. Il y a ceux qui achètent et vendent en acceptant le Bitcoin. Il y a les mineurs. C'est les mineurs qui vérifient est-ce que les transactions qui s'y passent respectent les normes et les protocoles qui sont définis par Satoshi Nakamoto dans son papier inaugural. Je veux vous poser une autre question, M. Aoussoupa. Faire référence à la qualification fiscale que doit retenir l'administration. Il faut préciser que dans beaucoup de pays, il n'y a pas une régulation par rapport à la crypto-monnaie. C'est vrai que actuellement, il y a les Américains qui se penchent dessus pour réguler ça, et aussi les pays comme Singapour, les pays comme Hong Kong, où cette monnaie, en fait, toutes les crypto-monnaies, il y a beaucoup de crypto-monnaies qui sont très utilisées. Surtout en Amérique, la crypto-monnaie est considérée comme un bien. Ce n'est pas comme une monnaie, c'est un bien, taxé comme un bien. Donc si j'ai 100 bitcoins, c'est là considéré comme un bien et c'est taxé en ce sens. À Singapour, c'est considéré comme plus ou moins une monnaie. La législation est un peu plus avancée. Ça veut dire que les États ont adopté des positions très différentes par rapport à cette monnaie-là? Oui, il y a l'Europe aussi qui a, par exemple, des législations dessus. Il y a par exemple, en Amérique, il y a des églises, par exemple, qui acceptent Bitcoin. Mais pourquoi ça vous fait rire que les églises achètent le Bitcoin? Parce que c'est une monnaie que vous avez dit que tout le monde peut détenir. Oui, donc on peut voir un peu le niveau d'adoption. Donc il y a les églises même qui acceptent les Bitcoins en offrande. Donc ça doit pouvoir encourager les gens pour voir que c'est une monnaie qui est là pour l'avenir, quoi. Maintenant, quels sont les enjeux pour le développement durable? Oui, les enjeux pour le développement durable, par exemple, quand on voit au niveau de la justice, on a les actes qui sont intégrés à la blockchain et de ce fait seront infalsifiables. Puisqu'on sait que, par exemple, une personne ne pourra aller se marier et aller dans un autre endroit, se marier encore. On a 2 certificats de mariage pour la même personne, c'est facilement vérifiable. Aussitôt que ça va être enregistré dans ce genre de système, dans le régime monogamique, quand la personne reviendra pour encore un autre mariage blanc, ça va être refusé, puisque cette transaction ne sera pas validée. En parlant par exemple du foncier, en parlant de double, triple vente et quel autre chiffre de vente qu'on a par exemple pour les terrains. Quand un terrain a été déjà enregistré, ce sera possible de voir qu'on ne peut plus le vendre encore. Il y a un pays comme le Honduras qui a intégré donc cette histoire de blockchain pour les transactions au niveau du foncier. Et ça va éviter beaucoup de problèmes qu'on retrouve dans certains pays et ça retarde par exemple les affaires dans ce pays-là. Ça peut grandement améliorer le climat des affaires. Donc par exemple par rapport à la plateforme de transactions électroniques, que par exemple on va
le gouvernement du Togo veut mettre en place. Je pense qu'ils ont déjà une idée d'intégrer la technologie blockchain dans cette plateforme de transactions électroniques au niveau du gouvernement. Et au niveau de l'éducation, quand les diplômes sont intégrés au niveau de la blockchain, ça va être facile de pouvoir avoir plusieurs diplômes dans l'année dans différentes spécialités et de pouvoir, par exemple, valider un certain nombre de diplômes et voir que ces diplômes est vraiment réellement valide. Pour éviter le problème de faux diplômes, voilà, on faux pourra certificats. facilement vérifier ça, par exemple. Depuis le début des années 2000, l'industrie financière doit régulièrement faire face à des tentatives de révision de ces modèles. La création et la diffusion des crypto-monnaies en passe de s'imposer durablement comme une alternative viable au système centralisé actuel. Oui, à l'heure actuelle, on peut dire que les autorités financières ou les gouvernements passent un peu par les 5 phases du deuil telles que développées par le modèle de Kubler-Ross. On a, en début, les banques ou les autorités sont en déni de l'existence de cette monnaie comme un phénomène dangereux. Après, ils sont dans la colère quand ils constatent que vraiment c'est un phénomène qui prend de l'ampleur et qui est adopté plus ou moins. Et après, on passe à la phase de négociation. Est-ce qu'il y a les possibilités qu'on intègre cette technologie ou ce phénomène à ce qui se passe de manière institutionnalisée, par exemple? Et après, on passe à la phase de la dépression, telle qu'on a vu un peu avec l'évolution de l'opinion de Jamie Dimon, le patron de JP Morgan en Amérique. Et à l'heure actuelle, plus ou moins, et dans un futur proche, ça va être la phase d'acceptation, ça va être la collaboration. De toutes les façons, c'est la phase qui va être la formule, la voie royale du salut, la collaboration. Intégrer cette technologie à tout ce qui passe au plan mondial, puisque on est en passe de passer à ce qu'on appelle ailleurs une cashless society, c'est-à-dire une société où on n'utilise plus la monnaie fiduciaire. On voit un peu, par exemple, un pays comme l'Estonie où c'est un phénomène assez répandu et les pays scandinaves où c'est véritablement un phénomène de société. Donc c'est un phénomène qui doit prendre le temps de se développer un peu comme on a vu avec Internet. Au début, c'était une minorité de sorciers, s'il faut parler comme ça, qui avaient accès à cela. Et là, maintenant, c'est démocratisé. Ça va être le même principe qui va aller, où ça va être la collaboration et l'intégration. Est-ce que l'accès à la crypto-monnaie, à la cryptographie peut être considéré comme un atout pour les pays en développement faiblement bancarisés? Oui, c'est un atout puisque là, chacun qui a un smartphone peut créer un compte Bitcoin ou un compte pour autre crypto-monnaie. Et le compte est public, la clé est privée, un peu comme on a aussi avec le mail et le mot de passe, et pouvoir faire des transactions donc, dans des endroits reculés, pourvu qu'on ait un peu de connexion qui soit fluide. Mais dans nos pays africains, la connexion aussi est un problème. Avoir accès à la connexion, à une bonne connexion aussi est un problème. Oui, l'alternative ici va être la monnaie électronique, telle qu'on voit déjà dans certains endroits, un peu au Kenya avec le M-Pesa. Et ici, par exemple, au Togo, on voit les phénomènes de flux et de T-Money qui sont une alternative pour les cas de problèmes de connexion Internet, par exemple. La cryptographie, elle doit avoir un impact sur les métiers traditionnels? Oui, d'avoir un impact sur les métiers traditionnels, puisque là, on parle de sécurité, de fiabilité et de disponibilité. Voilà les éléments clés qui caractérisent la cryptographie, puisque les transactions doivent être sécurisées. On doit pouvoir remonter à qui a fait la transaction, s'assurer que vraiment c'est la personne qui a fait la transaction et le contenu de la transaction est vraiment le contenu de la transaction d'une entité A vers une entité B, par exemple. Ce qui oblige les acteurs traditionnels à se transformer. Oui, comme dit Benjamin Franklin, ils doivent se transformer ou mourir. Ça, c'est tout à fait la formule. Et transformer ou mourir.
Comment est-ce qu'ils peuvent arriver à se transformer? Est-ce qu'il y a des formations en crypto-monnaie, en cryptographie disponibles sur le continent aujourd'hui en Afrique? Oui, bon, au Togo, déjà, il y a quelques écoles déjà qui vont commencer une formation dans ce sens. Sinon, au plan mondial, on a l'université de Nicosie qui est en Chypre, qui fait la formation en crypto-monnaie. Et l'un des acteurs phares là-bas, c'est un peu le pape de la crypto-monnaie, Andreas Antonopoulos, qui est un peu le maître d'orchestre de cette formation. Mais au Togo, déjà, il y a quelques écoles sur place qui vont commencer cette année cette formation. Cette formation coûte cher. Ça veut dire que les pauvres, eux, sont toujours en marge. Donc, une formation coûte toujours, donc bon, n'est pas différent des autres types de formations. Bon. C'est l'intérêt du phénomène qui fait que c'est une formation novatrice. Ce sont des innovations que ces écoles-là vont intégrer, par exemple. Et quand on parle d'habitude de cybercriminalité, est-ce que la crypto-monnaie, elle, est épargnée? Oui, c'est vrai. L'un des arguments contre la crypto-monnaie, c'est que c'est facilement d'utilité pour les cybercriminels, puisque quand un ordinateur est pris en otage, on demande à la personne d'envoyer la rançon en crypto-monnaie, par exemple. La facilité de transaction, on a une transaction qui est complétée en moins de 20 minutes. Le transfert d'argent d'une entité A vers une entité B, par exemple en Afrique vers, par exemple, en Amérique, ça ne dépasse pas 20 minutes. Alors qu'on a vu, il y a quelques années, où une équipe des éperviers était bloquée par Togolaise était bloquée en Afrique parce que on envoyait l'argent pour les billets d'avion, ça a pris plusieurs jours et les gens étaient restés à l'aéroport. S'ils étaient en Bitcoin, en 20 minutes, ou bien on aurait pu acheter les billets d'avion si la compagnie aérienne a accepté le Bitcoin, on achète les billets d'avion et tout le monde rentre chez lui sans désagrément. Donc c'est vrai que les cybercriminels, c'est une aubaine pour eux d'utiliser la crypto-monnaie, dans ce cas précis le Bitcoin, pour les transactions. Mais au moment de faire l'échange, de passer par exemple de Bitcoin en monnaie fiduciaire, il faut que l'individu ou le groupe d'individus puisse expliquer la provenance de ces crypto-monnaies ou bien de cette quantité de Bitcoin. Donc à ce moment, il faudra justifier les critères de Know Your Customer, par exemple, connaître ton client, les règles qui régissent cette loi, par exemple, au niveau des banques, ou bien respecter aussi la loi sur le blanchiment d'argent. Est-ce que vous êtes sûr que les cybercriminels ne peuvent pas y arriver parce qu'ils deviennent de plus en plus ingénieux? Oui, de toute façon, il n'y aura pas zéro criminalité, il y aura une certaine criminalité qui va toujours persister, puisque les cybercriminels, ils sont un peu en avance par rapport à la législation et à la technologie. Donc, ils auront toujours une marge d'avance ou bien un pas d'avance sur les autorités régulatrices, par exemple, ou les banques. Une autre question. Comment est-ce que ce phénomène de crypto-monnaie peut contribuer à l'émergence de nos pays africains? Oui, le fait de fluidifier les transactions entre les entités déjà, puisque si pour un transfert d'actifs, on a à peine 20 minutes pour faire cela, alors qu'ailleurs il faut attendre peut-être plusieurs jours ou bien plusieurs semaines, ça facilite les transactions. Donc le seul fait de faciliter les transactions de manière démocratique et de manière discrète, cela est un atout majeur pour le développement et donne le pouvoir à l'individu lambda qui, par exemple, est discriminé dans certaines sphères par les banques ou bien les autorités financières, par exemple. Non, il faudrait que les gouvernements acceptent vraiment cette monnaie ou les gouvernements, un peu comme dans le cas d'Internet, doivent se mettre ensemble pour pouvoir trouver une formule d'entente qui permettra d'intégrer la blockchain et les crypto-monnaies dans l'économie de manière régulière. Est-ce que vous êtes sûr que ce sera fait à court ou à moyen terme en Afrique? Il faudra que les autorités prennent
Déjà, si avec la plateforme de transactions électroniques ici, TogoPay, si les autorités déjà pensent déjà intégrer cette technologie, c'est déjà un avantage. Et donc, il est important aussi que dans les autres pays, les autorités pensent déjà à intégrer ça. Au Kenya, il y a déjà un travail qui est fait avec le M-Pesa et le BitPesa, parce que le BitPesa aussi, c'est la crypto-monnaie basée sur le système de blockchain tel que développé par le Bitcoin. Je peux dire aujourd'hui que les défis sont énormes par rapport à cette monnaie-là. L'Afrique qui veut avoir un accès à l'électrification, à l'électricité, alors que ces machines consomment énormément. Qu'est-ce qu'elle doit faire, cette Afrique-là, pour arriver avec la crypto-monnaie à son développement? Oui, c'est vrai que l'un des arguments contre le Bitcoin, c'est que ça consomme énormément d'énergie, mais il y a d'autres monnaies autres que le Bitcoin. On a Ethereum, on a DAO, on a Neo, on a Stellar et puis d'autres, Litecoin, Cash, qui utilisent autre chose que le système de minage. Là, c'est un système de validation. Et là, on utilise carrément assez moins d'électricité, puisque c'est un système de validation ou de vote. Ça n'est pas comme le minage où on a à consommer une quantité importante d'électricité. Donc là, c'est des alternatives, puisque à côté du Bitcoin, on a au moins 2000 crypto-monnaies qu'il faut intégrer, puisque il faut, un peu comme les autres monnaies fiduciaires, on a un peu plus de 160. C'est la même chose pour les crypto-monnaies. Il faudra en utiliser plusieurs pour pouvoir que les défauts d'une crypto-monnaie puissent être comblés par les forces d'une autre.